Bonjour à tous. Comment peut-on faire bouger un véhicule? La première et la plus ancienne invention, c'est la force musculaire, qu'elle soit propre ou extérieure. Par exemple, on peut pédaler sur un vélo, atteler des chiens à un traîneau ou un cheval à une charrette. On peut brûler du carburant et transformer partiellement l'énergie thermique dégagée en énergie mécanique, donc en mouvement. On peut aussi charger des batteries et convertir l'énergie électrique en mouvement. Il existe aussi des variantes de systèmes pneumatiques, hydrauliques et mécaniques. Il y a environ 2 ans, après avoir lu un article sur les volants d'inertie et les supervolants d'inertie du scientifique soviétique et russe Nourbek Goulia, et des moyens de transport qui utilisent l'énergie d'un volant d'inertie en rotation pour se déplacer, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et enfin, je m'y suis intéressé de près. Le volant d'inertie n'est pas le seul moyen mécanique de stocker de l'énergie. Ainsi, par exemple, l'histoire connaît des cas d'utilisation de ressorts, comme ceux des montres, sur des vélos. Cependant, dans ce sujet précis, penchons-nous sur les volants d'inertie. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de construction? Qui et quand a construit des moyens de transport utilisant l'énergie d'une roue d'inertie? Et pourquoi cette technologie n'est-elle toujours pas répandue, contrairement aux voitures électriques? Vous êtes sur la chaîne Crasmoto. Bonne vidéo à tous. Avant de nous pencher sur l'utilisation du volant d'inertie comme accumulateur d'énergie dans les moyens de transport, ainsi que de découvrir des modèles techniques concrets, il est nécessaire de comprendre un peu la théorie pour avoir une vision d'ensemble. La plupart d'entre vous ont sûrement eu dans leur enfance un jouet appelé toupie ou gyroscope. Vous saisissez certainement intuitivement le fonctionnement de ces objets. Ces jouets sont des volants d'inertie primitifs. En termes strictement techniques, un volant d'inertie est une roue massive en rotation, utilisée comme accumulateur d'énergie cinétique ou pour créer un moment d'inertie. Par exemple, il est utilisé dans des dispositifs où l'apport ou l'utilisation d'énergie est irrégulier. L'exemple le plus frappant est le moteur à combustion interne. Dans un moteur monocylindre à 4 temps, l'énergie provenant du carburant brûlé n'est transmise au système mécanique que pendant la phase de travail. Ceci ne représente qu'un quart de l'ensemble du cycle. Le reste du temps, le mouvement du piston et la rotation du vilebrequin sont maintenus par l'inertie du volant moteur. En plus de l'énergie, le volant d'inertie en rotation possède également un moment cinétique, comme tout corps en rotation. À quoi est-on relié l'observation de l'effet gyroscopique, qui consiste dans le fait que l'axe de rotation conserve sa direction initiale lorsqu'une force extérieure non alignée avec la direction de l'axe de rotation apparaît. Super-Małowiec est un terme beaucoup plus récent. C'est l'un des types de volants d'inertie utilisés dans les accumulateurs à volant d'inertie d'énergie cinétique. Comparé au volant d'inertie ordinaire, il peut stocker plus d'énergie et il est sûr à utiliser. Nous parlerons de la sécurité de ces accumulateurs plus loin dans le déroulement du sujet. L'effet du volant d'inertie est utilisé par l'homme depuis le néolithique, soit les temps les plus anciens de l'histoire. Par exemple, dans le tour de Potier, les moulins à main en pierre primitifs, et un peu plus tard dans les moulins à vent et à eau. Probablement l'un des plus anciens exemples d'utilisation du volant d'inertie est une découverte archéologique de la Mésopotamie, dans la région de la ville d'Our. Un tour de potier avec un disque en argile cuite d'environ 1 mètre de diamètre et pesant au moins 1 quintal. Cela remonte à environ 3000 ans avant notre ère, soit dit en passant. Des inventions similaires sont également apparues à maintes reprises en Chine. Avec le temps, le domaine d'application du volant d'inertie s'est élargi. Ainsi, le moine allemand, alchimiste et chroniqueur Théophile, qui a vécu à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, mentionne dans son traité sur divers arts plusieurs machines utilisant le volant d'inertie. L'expansion la plus rapide du domaine d'application de la roue d'inertie a eu lieu à l'époque de la Révolution industrielle, à partir de la fin du XVIIIe siècle. En 1784, James Watt présenta au public une machine à vapeur dans laquelle il utilisa un volant d'inertie pour régulariser le mouvement et surmonter les points morts du piston. Et son contemporain James Pickard utilisa le volant d'inertie en combinaison avec un mécanisme bielle-manivelle pour transformer le mouvement alternatif en mouvement rotatif. Les idées d'utiliser la roue d'inertie comme accumulateur d'énergie sont apparues à peu près à la même époque. Il suffit de se rappeler la voiture d'Ivan Koulibine en 1791. Cet appareil était propulsé par la force musculaire du conducteur, tel un vélo mobile.
Mais pour améliorer la souplesse de la marche et franchir les montées, une roue à inertie était placée sous le siège des passagers. Ayant été accélérée à l'avance, elle aidait le cocher lors de la montée. L'idée d'utiliser un volant d'inertie sur un nouveau type de transport, appelé le Mahovvoz, une variété de locomotive, a été proposée en 1860 par l'inventeur russe, l'ingénieur-lieutenant Choubersky. En 1883, l'amiral américain John Howell a développé la soi-disant torpille à volant d'inertie. Un volant d'inertie massif pesant environ 50 à 60 kg tournait à l'intérieur de la torpille à une vitesse allant de 10 à 14 000 tours par minute, selon la conception. Selon certaines sources, la mise en rotation s'effectuait 30 secondes avant le tir à l'aide d'une turbine à vapeur spéciale, et la vapeur était alors abondante sur les navires. Le volant d'inertie restituait l'énergie accumulée, permettant à la torpille de parcourir environ 1 km à une vitesse pouvant atteindre 50 km/h, tout en servant de balancier gyroscopique. Dans les années 20 du XXe siècle, l'inventeur soviétique Anatoly Gueorguievitch Oufimtsev a utilisé un accumulateur inertiel sur la première centrale éolienne de Russie qu'il a construite à Koursk. Depuis 1931, l'éolienne fournissait de l'électricité à la maison d'Oufimtsev, y compris à l'atelier équipé de machines-outils, et elle éclairait également plusieurs autres maisons de la rue. Le générateur était équipé d'un accumulateur mécanique d'énergie, un volant d'inertie d'environ 300 kg, ce qui lui permettait de fonctionner de manière stable même avec une force de vent variable. Comme vous le voyez, l'apparition de véhicules automoteurs, puis utilisant l'énergie stockée dans un volant d'inertie, n'était qu'une question de temps. Les centrales éoliennes avec stockage d'énergie par volant d'inertie sont une bonne chose et sont utilisées de nos jours. Quand le premier Mahovvoz a-t-il été créé ? Pour la première fois, le concept d'un autobus avec accumulateur d'énergie inertielle a été développé et mis en pratique à la fin des années 40 par la société suisse Oerlikon, dans le but de créer une alternative au trolleybus pour des itinéraires plus calmes, à faible fréquence de circulation, où l'électrification complète à l'aide d'une ligne de contact n'aurait pas été économiquement justifiée. Le modèle de démonstration du gyrobus a été présenté au public pour la première fois et utilisé selon sa destination à l'été 1950. Et afin de populariser cette nouveauté, les autobus ont été exploités sur différents itinéraires jusqu'en 1954. À l'année 1953, 17 autobus à volant d'inertie avaient été produits et leur exploitation commerciale avait commencé. La technique était utilisée sur des itinéraires de 4,5 km à 7,5 km, reliant les communes suisses d'Yverdon-les-Bains et Grandson. Au centre de l'autobus, dans le plancher, se trouvait un volant d'inertie d'1,5 tonne qui pouvait tourner jusqu'à 3000 tours par minute. Le volant d'inertie était chargé et déchargé par un électromoteur générateur à rotor en court-circuit. La recharge se faisait à certains points du trajet depuis un réseau électrique triphasé. Le freinage du véhicule était électrique, et une partie de l'énergie était renvoyée dans le volant d'inertie, augmentant ainsi la distance parcourue. Un gyrobus entièrement chargé pouvait généralement parcourir environ 6 km sur un itinéraire plat à une vitesse allant jusqu'à 50-60 km/h. La recharge du volant d'inertie prenait de 30 secondes à 3 minutes. Dans le but de réduire le temps de recharge, la tension d'alimentation a été augmentée de 380 à 500 volts. Il est difficile de dire à quel point le gyrobus aurait été efficace sur de longues lignes, où plusieurs recharges étaient nécessaires, ou dans des conditions de trafic passager intenses. En 1960, le service des gyrobus en Suisse a été arrêté pour des raisons économiques, bien que d'un point de vue technique, l'expérience de l'utilisation des gyrobus sur cette ligne ait été un succès. Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste qu'un seul exemplaire du gyrobus Oerlikon. En plus de la Suisse, un système de transport public par gyrobus a été mis en place à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, en République démocratique Congo. Au Congo, de 1955 à 1956, 12 gyrobus ont été utilisés pour desservir 4 itinéraires. Les stations de ravitaillement étaient situées tous les 2 km. Les gyrobus utilisés à Kinshasa étaient les plus grands gyrobus jamais construits. Ils mesuraient 10,5 mètres de long, pesaient 11 tonnes et pouvaient transporter jusqu'à 90 passagers. Leur vitesse maximale était de 90 km/h. Cependant, les gyrobus au Congo s'usaient rapidement à cause de la négligence des conducteurs ainsi que de l'usure accrue des roulements du volant d'inertie due à l'humidité élevée de l'air. La circulation des gyrobus au Congo a cessé à l'été 1959. Devenus inutiles, ils ont été abandonnés pour rouiller près du garage. Le troisième et dernier système de transport par gyrobus existait en Belgique.
Il se composait d'une seule ligne et reliait la ville de Gand à sa banlieue de Merelbeke. 3 véhicules Oerlikon étaient employés. Le service de Girobus a été inauguré le 10 septembre 1956, mais il n'a duré que peu de temps, jusqu'au 24 novembre 1959. Il y avait plusieurs raisons à l'arrêt de l'utilisation du Girobus en Belgique. Tout d'abord, il se distinguait par une consommation d'énergie élevée, 2,9 kWh par kilomètre. Alors que le tramway, transportant plusieurs fois plus de passagers, consommait 2 à 2,4 kWh par kilomètre parcouru. De plus, les gyrobus ont été jugés peu fiables et le ravitaillement prenait un temps inacceptable. Un peu plus tard, vers la fin des années 50, des gyrolocomotives apparaissent en Union des républiques socialistes soviétiques. En essence, le gyrolocomotive était une petite locomotive destinée à déplacer de légers trains à voies étroites dans les galeries horizontales des mines. Les gyrolocomotives ont été produites dans des années 60 aux années 80 à l'usine de construction mécanique de Druzhkovka dans le Donbass. Le choix s'est porté sur le volant d'inertie en raison du risque accru d'explosion dans les mines, et c'était l'une des solutions les plus sûres. Les gyrolocomotives étaient rechargées dans des stations fixes. Le volant d'inertie était lancé à 2 ou 3 000 tours par minute à l'aide d'un moteur électrique ou pneumatique. L'énergie emmagasinée suffisait pour parcourir 3 à 5 km à une vitesse moyenne de 7 km à l'heure. Les gyrocars étaient fabriqués non seulement en Union soviétique mais aussi ailleurs. Il semble que les locomotives produites par Oerlikon étaient utilisées dans l'industrie minière en Suisse, en Belgique et en Afrique. Voici les gyrocars en CB britannique de Sentinel Wagon Works. La locomotive était équipée de 2 volants d'inertie de 3 tonnes, qui tournaient à une vitesse de 3000 tours par minute lorsqu'ils étaient complètement chargés. La recharge prenait 2 minutes et demie, et la locomotive pouvait fonctionner pendant environ une demi-heure. En CB Gyro ont été produits de 58 à 65. Certaines automotrices, comme les British Rail Class 70, étaient équipées d'un accumulateur d'énergie à volant d'inertie pour se déplacer dans les sections sans caténaire. Une automotrice est une petite voiture ferroviaire pour passagers. Perry People Mover, une entreprise britannique moderne, produit des tramways légers et des automotrices ferroviaires équipées d'un accumulateur d'énergie à volant d'inertie F et S. Et nous voilà arrivés à l'invention du super volant d'inertie et à la personnalité de Nurbey Gouliy. Il existe de nombreux articles sur Nurbey Vladimirovitch sur Internet, allant de publications très sobres et bien documentées, riches en faits et en chiffres, jusqu'à des délires conspirationnistes. Sifflez, il apparaîtra. Essayons d'analyser tout cela de manière objective. Nurbey Gouliy est né en 1939 à Tbilissi, où il a également terminé l'Institut Polytechnique. Au début des années 60, le jeune chercheur s'est penché sur les accumulateurs d'énergie à volant d'inertie, les variateurs, les lanceurs, les transmissions et d'autres moyens de stocker et transformer l'énergie. Il en vient à comprendre qu'un volant d'inertie massif, par exemple coulé en acier ou en fonte, se détruit lorsqu'il atteint un certain nombre de tours. Permettre un tel événement, par exemple dans le gyrobus, entraînerait une destruction grave de tout le véhicule de transport, ainsi qu'un risque pour la vie du conducteur et des passagers. Gouliy invente un nouveau type de volant d'inertie. Ce n'est plus un bloc massif de métal, mais un disque composé de plusieurs milliers de spires d'un ruban d'acier fin et très résistant. Même si elle venait à se détruire, elle commencerait à se dérouler et ralentir contre les parois internes du carter, évitant des conséquences fatales. Gouliy a déposé la demande de brevet le 15 mai 1964. Cependant, l'examen du brevet, son numéro final que vous voyez à l'écran, a pris du temps. Tout n'a été résolu que le 15 octobre 1983. On ne sait pas exactement pourquoi l'examen a pris autant de temps. On peut supposer qu'à cette époque, lorsque le carburant était bon marché, le Supermachowiec intéressait peu les hahns responsables, et la nouveauté suscitait du scepticisme. La création de Supermachowiec, de conception similaire dans le monde occidental, a commencé vers 1965, et les travaux ont été publiés de manière particulièrement intensive pendant la crise énergétique des années 70. Nurbey Vladimirovitch ne perdait pas son temps en vain. Les premiers essais du Supermachowiec de Gouliy ont montré que même une conception précoce, pas la plus parfaite, était capable de dépasser les batteries au plomb acide en termes de densité énergétique, tout en offrant une sécurité suffisante. La rupture du ruban se produisait lorsque la jante atteignait 500 messées. Une proposition a été faite de tester le volant d'inertie sur un véhicule de transport. En 1966, sous la direction de Nurbey, la première voiture hybride au monde avec un accumulateur d'énergie à volant d'inertie et une transmission à variation continue a été créée. La base utilisée était le OAZ 450D. Les roues et avant étaient entraînées par le moteur électrique DV/ES
tandis que les roues arrière étaient reliées au volant d'inertie via la transmission à variation continue. Lors du freinage, le volant d'inertie se rechargeait et restituait l'énergie aux roues si nécessaire. Ils ont obtenu une économie de carburant significative. Toujours en 1973, un prototype du gyrobus a été créé et testé à Koursk. Ensuite, Nourbet Vladimirovitch s'est concentré sur l'amélioration de la conception des supervolants d'inertie. Des brevets obtenus dans les années 90 et 2000, ainsi que la vulgarisation scientifique, confirment cela. Goulia a publié plusieurs ouvrages sur la mécanique et la physique, et a participé à diverses émissions. Les supercondensateurs sont utilisés avec succès comme accumulateurs d'énergie dans divers domaines, notamment dans le secteur énergétique. Aux États-Unis, l'entreprise Beacon Power, fondée en 1997, a connu du succès dans ce secteur. Sous la direction scientifique de Nourbet Gouli, la société KEST, il est assez facile de trouver leur site, a créé sa propre version d'accumulateur stationnaire d'énergie cinétique à base de supervolants d'inertie fabriqués à partir de rubans d'acier à haute résistance. Un tel accumulateur est capable de stocker jusqu'à 20 kWh d'énergie. Un cluster de ces accumulateurs peut équilibrer les variations journalières de charge électrique, remplaçant les volumineuses centrales hydroaccumulatrices. L'invention de Nourbet Gouli a trouvé une application dans plusieurs secteurs où l'accumulation d'énergie est nécessaire, mais pas dans les transports comme le rêvait et continue de rêver l'inventeur. Même après la mise hors service du gyrobus et d'Airlicon, d'autres tentatives de créer un autobus à volant d'inertie ont eu lieu. En 1979, la société General Electric a reçu du gouvernement des États-Unis, du ministère de l'Énergie et du ministère des Transports, un contrat de 4 ans d'un montant de 5 millions de dollars pour le développement d'un prototype d'autobus à volant d'inertie. Mais on n'est jamais allé jusqu'à un prototype fonctionnel. Dans les années 80, Volvo a brièvement expérimenté l'utilisation de volants d'inertie, chargés par un petit moteur diesel et rechargés grâce à l'énergie de freinage. Finalement, cette idée a été abandonnée au profit des accumulateurs hydrauliques. En 2005, le Centre des Transports et de l'Environnement, en collaboration avec l'Université du Texas à Austin, le Centre d'électromécanique et les entreprises Test Device et DRS Technologies, cherchaient un financement pour développer un prototype du gyrobus. La dernière réinterprétation du gyrobus a été présentée au public par des ingénieurs britanniques en 2011. Le projet Flybus mené par Apter, Allison Transmission et Ricardo visait à équiper un bus Apter Solo d'un système de récupération d'énergie par volant d'inertie Ricardo Kinergy. L'autobus a été équipé d'un groupe motopropulseur hybride, où un petit volant d'inertie devait récupérer l'énergie lors du freinage et économiser du carburant. Selon les estimations des concepteurs, un tel récupérateur devait permettre d'économiser 20% de carburant, mais les essais du Flybus réellement construit ont montré que la consommation n'a diminué que de 8%. Au cours des 30 dernières années, plusieurs concepts de voitures hybrides ont été réalisés en métal, dans la conception desquels les ingénieurs ont préféré utiliser un accumulateur mécanique plutôt qu'électrique. Je vais énumérer ces prototypes. La première est la Porsche 918 Rennsport Rennwagen année 2011, un prototype hybride successeur conceptuel de la Porsche 911 Gran Turismo 3R hybride, précédemment testé. Les deux modèles se distinguent par leur accumulateur à volant d'inertie système de récupération de l'énergie cinétique développé par Williams, qui remplace les batteries lithium-ion des hybrides classiques. Comme dans les gyrobus, l'accumulateur à volant d'inertie de la Porsche était relié au reste du système uniquement de manière électrique, et la tâche de cet accumulateur n'était pas de propulser le véhicule sur toute la distance, mais de fournir au moment nécessaire quelques secondes de puissance accrue. Sur la 918 ERSR, le conducteur pouvait obtenir du volant générateur 150 kW de puissance supplémentaire pendant 8 secondes en appuyant sur un bouton. La puissance totale de l'hybride 918 atteignait 767 chevaux. Les régimes de ces installations sont intéressants. Grâce à leur compacité et à l'utilisation de matériaux composites modernes, sur la GT3R hybride, ils atteignaient 40 000 tours par minute, tandis que sur la 918 ERSR, 36 000. Certaines sources affirment que ces volants pouvaient en même être poussés jusqu'à 50 000 tours, bien que cela comportait déjà un certain risque. On peut estimer grossièrement la vitesse de la jante du volant dans ce dernier cas à 1 km par seconde, ce qui correspond à 3 fois la vitesse du son. Le volant est fabriqué en fibre de carbone, et il comporte également une couche de composite avec un certain matériau magnétique, afin de jouer le rôle de rotor pour le moteur générateur. Évidemment, le tout est placé dans un boîtier sous vide.
Un système similaire de Williams Hybrid Power, initialement conçu pour les monoplaces de Formule 1, a été utilisé par les Allemands dans une voiture de sport de la catégorie Le Mans Prototype, l'Audi R18 e-tron Quattro présenté en 2012. L'essieu arrière de cet hybride était entraîné par un moteur de 510 chevaux, tandis qu'à l'avant se trouvaient deux moteurs électriques d'une puissance totale de 148 kW. L'énergie pour ceux-ci était stockée dans un accumulateur à volant d'inertie miniature, installé au sol à côté du pilote. Ce volant d'inertie composite pouvait tourner jusqu'à 45 000 tours par minute et, lors de la phase d'accélération de la monoplace, il pouvait envoyer 500 kJ d'énergie aux roues avant en quelques secondes. Dans les années 90, la société Rosen Motors a développé un système hybride avec un petit moteur à turbine à gaz et un accumulateur d'énergie basé sur un volant d'inertie, qui pouvait tourner jusqu'à 55 000 tours par minute. Le volant d'inertie était enfermé dans un carter sous vide et se composait d'un moyeu en titane avec un cylindre en fibre de carbone. Il était monté sur une suspension à cardan afin de minimiser l'effet gyroscopique défavorable sur la maniabilité de la voiture. Le prototype de la voiture a passé des essais routiers en 1997, et c'est là que tout s'est arrêté. En 1993 est apparu le Chrysler Patriot Concept. Cet hybride a été construit par Reynard Motorsport et Setcon Technology Corporation et développé par les ingénieurs de Chrysler. L'énergie de freinage était accumulée dans un volant d'inertie composite monté dans une chambre sous vide qui pesait 66 kg et tournait jusqu'à 58 000 tours par minute. La transmission était mixte, avec un moteur électrique de traction et un V4. Au début des années 2010, Volvo et Jaguar ont également expérimenté avec l'accumulateur d'énergie cinétique, système de récupération de l'énergie cinétique. En Formule 1, les systèmes mécaniques de récupération d'énergie cinétique, système de récupération de l'énergie cinétique. De différents développeurs ont été testés en 2008 et 2009. Mais au final, les équipes ont préféré passer aux versions électriques du système de récupération de l'énergie cinétique avec des batteries lithium-ion ou des supercondensateurs. Des paramètres intéressants ont été atteints sur les accumulateurs expérimentaux. Le volant d'inertie, en tant qu'accumulateur d'énergie, a même trouvé une application sur un engin spatial. Il s'agissait d'un projet financé par le centre de recherche Glenn de la National Aeronautics and Space Administration et destiné à tester des composants en laboratoire. Il utilisait une jante en fibre de carbone avec un moyeu en titane, conçu pour tourner à une vitesse de 60 000 tours par minute. Et maintenant, après avoir découvert un certain nombre de concepts, de prototypes et de véhicules de série utilisant un accumulateur d'énergie à volant d'inertie, il est temps de mettre les points sur les i. Pourquoi les véhicules avec accumulateur cinétique n'ont-ils pas connu de développement ? L'énergie d'un volant d'inertie dépend du moment d'inertie et de la vitesse angulaire, c'est-à-dire principalement de la fréquence de rotation. Le moment d'inertie est déterminé par la masse, les dimensions du volant d'inertie et sa géométrie. Augmenter les dimensions et la masse n'est pas très pratique, car cela influence la taille et le poids total du véhicule, ainsi que les effets gyroscopiques négatifs qui affectent la maniabilité. La suspension à cardan du volant d'inertie résout partiellement le problème, mais augmente les dimensions de l'installation. Augmenter la vitesse de rotation est plus avantageux, car l'énergie en dépend au carré. Tout va bien, mais sur la jante, on atteint des vitesses colossales jusqu'à 1 km par seconde, et cela exige des matériaux de très haute qualité et d'une résistance extrême. Dans les années 60, la densité énergétique spécifique par kilogramme de masse d'une batterie électrique et d'un volant d'inertie était comparable. En théorie, ainsi, les gyrobus avaient été beaucoup plus massifs, ils auraient vraiment connu un succès commercial. À l'époque, les volants d'inertie étaient fabriqués en acier forgé, ce qui n'était pas si coûteux. Au XXIe siècle, les batteries dans lithium-ion sont devenues moins chères et plus performantes. La technologie et la production de masse les ont rendues encore plus abordables. Mais un volant d'inertie composite à haute résistance, fabriqué à partir de matériaux de très grande qualité, avec des roulements à perte minimale, voire même une suspension magnétique du volant, coûte cher. Deuxièmement, le volant d'inertie gère parfaitement le mode freinage-accélération-freinage, tel un système de récupération d'énergie. Les bus en mode arrêt à arrêt, avec une recharge à chaque arrêt, sont idéaux, ou dans une version stationnaire. C'est un bon tampon d'énergie pour réguler la fréquence du courant dans les réseaux électriques, avec une réaction instantanée au pic de consommation. Troisième fait, il est plus difficile de stocker de l'énergie dans un volant d'inertie que dans des accumulateurs électriques.
En une semaine, même le volant d'inertie le plus avancé perdra la majeure partie de son énergie, tandis qu'une batterie lithium-ion ne perdra que 2 à 3% par mois à cause de l'autodécharge. Bon, admettons même 5. Laisser une voiture à volant d'inertie rechargée sur un parking pendant 2 semaines et la retrouver à plat n'est pas vraiment agréable. Dans le domaine des transports, le volant d'inertie présente des avantages, mais aussi des défauts critiques qui en font une invention peu convaincante. Si l'on considère le super volant d'inertie strictement comme un accumulateur d'énergie, il possède une liste d'avantages évidents. L'efficacité du volant d'inertie est moins sensible aux variations de température. Leur production et leur recyclage sont plus propres par rapport aux batteries, car ils sont principalement fabriqués à partir de matériaux inertes. Contrairement aux batteries, qui ont une durée de vie d'environ 7 à 10 ans, le volant d'inertie dispose en fait d'une durée de fonctionnement pratiquement illimitée. Il suffit simplement de changer les roulements. Les amis, le sujet des accumulateurs d'énergie cinétique est passionnant. Je suis ravi d'avoir enfin pu m'y pencher et d'avoir tenté d'y voir plus clair. Seul l'avenir nous dira le destin de l'accumulateur d'énergie à volant d'inertie. Avec le développement des matériaux et l'intérêt continu des gouvernements, entreprises, scientifiques et inventeurs talentueux, cette technologie aura un avenir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires. À ce stade, mon récit touche à sa fin. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le partager avec vos amis et vos bonnes connaissances et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie chaleureusement tous ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne via les coordonnées en description et le parrainage YouTube. Vous étiez sur Crasmoto. À bientôt!